Je donne maintenant la parole à son Excellence Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger de la Tunisie. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mon propos, j'ai le plaisir de féliciter Son Excellence Philemon Yang et de féliciter la République du Cameroun pour leur élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale. Nous souhaitons au Président beaucoup de succès dans l'exercice de ses fonctions. La Tunisie le soutient pleinement dans sa vision, c'est-à-dire l'unité dans la diversité pour promouvoir la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Par ailleurs, nous remercions M. Denis Francis pour une présidence couronnée de succès. Nous nous félicitons des efforts déployés par le secrétaire général, M. Antonio Guterres, pour restaurer la confiance dans le multilatéralisme. Monsieur le Président, nous nourrissons l'espoir d'entreprendre des réformes et d'opérer les changements nécessaires pour bâtir un monde plus équitable, plus sûr, plus pacifique grâce aux différentes initiatives qui sont proposées dans notre programme commun, initiative du secrétaire général, et proposée dans le pacte de l'avenir. Néanmoins, nous sommes gravement préoccupés, nous sommes déçus par la situation actuelle au Moyen-Orient. La souffrance atroce du peuple palestinien continue sur leur territoire. Cela fait maintenant presque un an que les Palestiniens sont victimes aux pires crimes de guerre, un véritable génocide et à différentes violations des droits humains, différentes violations des buts et des principes pour lesquels les Nations unies ont été créées. De telles violations sont perpétrées par la force occupante, en toute impunité. Dans le même temps, la communauté internationale reste silencieuse, ce qui est injustifiable moralement. La communauté internationale a échoué à garantir le respect du droit international humanitaire, en dépit des mesures imposées par la Cour internationale de justice pour protéger les civils à Gaza face au risque de génocide. En conséquence, c'est la vie des Palestiniens qui est en jeu. Le slogan que nous avons entendu, à savoir le respect des droits humains et du droit international humanitaire, ce slogan, eh bien, nous ne l'entendons plus lorsqu'il s'agit du peuple palestinien. La seule façon de garantir un avenir sûr pour toutes les populations commence par la conviction que tous les êtres humains sont égaux, sans discrimination, sans approche sélective, sans deux poids, deux mesures. Nous ne pouvons pas entamer une nouvelle phase du multilatéralisme, des relations internationales, du développement durable. Nous ne pouvons pas inclure tout le monde si nous continuons d'ignorer le drame du peuple palestinien. À cet égard, nous exhortons la communauté internationale à agir immédiatement, à prendre des mesures responsables pour sauver ce qui peut encore l'être, pour mettre un terme au massacre, au génocide de la population palestinienne qui souffre de la faim. Cette guerre a ciblé les écoles, les hôpitaux, les infrastructures civiles, tuant plus de 40 000 personnes. Par ailleurs, le Conseil de sécurité doit sortir de l'impasse. Il doit s'acquitter de sa mission, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité doit veiller à ce que la force occupante rende compte de ses actes à Gaza. Il faut imposer un cessez-le-feu immédiat, il faut mettre un terme
aux graves attaques contre les Palestiniens innocents, et il faut lutter contre les déplacements forcés, les colonies et la violation des lieux saints. La guerre à Gaza a créé une véritable fracture au sein de l'humanité. Cela a porté un coup dur à la confiance des populations dans la capacité de l'ONU à mettre en œuvre ces résolutions. La Cour de justice internationale a publié un avis consultatif le 19 juillet 2024 à la demande de l'Assemblée générale portant sur les conséquences juridiques découlant des politiques et des pratiques de la force occupante sioniste dans les territoires palestiniens. La présence continue d'Israël sur les territoires palestiniens occupés constitue une violation du droit et l'État d'Israël doit immédiatement cesser toutes les activités de colonisation. Il faut évacuer tous les colons des territoires palestiniens occupés. Cet avis consultatif met à l'épreuve la communauté internationale. Elle doit démontrer son attachement au droit international. Le droit international qui doit s'appliquer à tout le monde, sans exception, sans deux poids, deux mesures. Notre pays soutient sans faille les droits du peuple palestinien, les droits des Palestiniens, un droit inaliénable à l'autodétermination, leur droit à la création d'un État indépendant, souverain, sur tous les territoires palestiniens, avec Al-Quds al-Sharif, Jérusalem, comme capitale. La Palestine doit également être un État de plein droit, membre des Nations Unies. Nous espérons que la Palestine pourra ainsi être membre de plein droit des Nations Unies sans plus tarder. Nous condamnons, une fois encore, les attaques visant le pays frère, le Liban, ciblant la population et menaçant sa stabilité et sa sécurité. À l'heure où nous sommes aujourd'hui réunis aux Nations Unies, le Conseil de sécurité doit prendre des mesures fermes pour mettre un terme à ces crimes contre l'humanité sans plus tarder. Monsieur le Président, le principe qui consiste à ne laisser personne de côté ne peut être honoré par des vœux pieux. On ne peut pas atteindre ces objectifs et surmonter les échecs d'hier si nous n'avons pas tous véritablement la volonté de changer et de réformer. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un diagnostic des causes sous-jacentes de l'échec par la communauté internationale, de son échec à lutter contre, à mettre un terme aux défis, à mettre un terme aux guerres, à combattre la recrudescence de la criminalité, du terrorisme, lutter contre la crise climatique qui menace la survie de millions de personnes par ailleurs. Il y a aujourd'hui des niveaux sans précédent de pauvreté. Il y a une augmentation du nombre de personnes réfugiées, de personnes développées. Il y a également une fracture numérique entre le Nord et le Sud, une fracture qui se creuse. Et le système financier international n'est pas à même de répondre aux besoins en développement de la plupart des États. Tous ces défis illustrent le fait que le système international actuel n'est plus adapté. Voilà pourquoi nous devons tous entreprendre les réformes qui s'imposent pour mettre un terme au chaos, aux inégalités et aux troubles. Par ailleurs, les États, les institutions doivent conjuguer leurs efforts, partager leurs responsabilités et respecter le droit international, la charte de l'ONU et les droits humains, sans deux poids deux mesures, sans discrimination, sans politisation. Au cours de ces 8 dernières décennies, il s'est avéré qu'il fallait réformer les relations internationales
repenser les fondements du multilatéralisme et actualiser les méthodes de travail pour répondre aux besoins de tout le monde, pour mettre un terme au chaos. Car cela a causé la souffrance de millions de personnes et cela crée des menaces existentielles. Ces menaces ne peuvent être contrées en utilisant les mêmes méthodes qui ne tiennent compte que des intérêts d'une minorité d'États, et ce au détriment des autres. Nous soulignons le besoin pour les pays développés de respecter leurs engagements concernant le financement du développement. Il faut soutenir les efforts climatiques et il faut contribuer à l'éradication de la pauvreté tout en soutenant la croissance et en renforçant la résilience et la durabilité des pays en développement. Nous soulignons le besoin de mettre un terme au système de tutelle, à l'imposition de politiques et d'instructions et toutes les ingérences dans les affaires internes des États. Il faut respecter la souveraineté, l'indépendance, respecter les spécificités culturelles, car cette diversité est une source de richesse. Les défis auxquels nous faisons face ne peuvent être relevés en repensant les relations internationales sur la base de la solidarité, de la coopération équitable et constructive, du respect mutuel et de l'égalité. Par ailleurs, il faut promouvoir le rôle des Nations unies. Il faut entreprendre les réformes de ces organes pour améliorer l'efficacité de ces organes ainsi que leur crédibilité, à savoir principalement le Conseil de sécurité qui se trouve aujourd'hui dans l'impasse en raison des conflits géopolitiques. Monsieur le Président, nous sommes convaincus que le multilatéralisme peut fonctionner. Nous respectons les principes de la Charte. Voilà pourquoi la Tunisie a participé à toutes les initiatives proposées par le secrétaire général dans le cadre de notre programme commun. Nous avons participé au sommet de l'avenir et au sommet des ODD. Le sommet de l'avenir a eu lieu récemment, ici au siège des Nations Unies. Il faut adopter des mécanismes de suivi. Si nous le faisons, ces sommets et ces initiatives pourraient porter leurs fruits, nous permettre d'atténuer les risques, de surmonter les défis et de créer un monde plus sûr et plus durable. Dans le même temps, nous réitérons qu'il est urgemment besoin d'entreprendre des réformes structurelles de l'architecture financière internationale. Il faut repenser le rôle des agences de notation pour atténuer le fardeau de la dette qui pèse sur les pays en développement, pour faciliter leur accès au financement pour le développement. Cela va leur permettre de se remettre des conséquences de multiples crises, des crises pour lesquelles ces pays ont payé un lourd tribut, alors même que ces pays, pour la plupart, n'en étaient pas responsables. Cela permettra à ces pays de mettre l'accent sur les besoins de leur population afin d'y répondre. Par ailleurs, nous avons besoin de coopération multilatérale et bilatérale. Nous avons besoin d'outils pour garantir la restitution des avoirs qui ont été volés. Cela va accélérer le relèvement économique et cela va promouvoir le développement. Les populations touchées y ont droit. Ces violations doivent être prévenues à l'avenir car ces violations épuisent, amenuisent les ressources des États. C'est une forme de corruption. Les migrations clandestines sont en augmentation dans de nombreuses régions, notamment la Méditerranée, notre région. Cela illustre le problème de gouvernance à l'échelle internationale et le manque de volonté politique à s'attaquer aux conséquences des crises, du développement, du changement climatique et des conflits, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises. Cette question multidimensionnelle exige une réponse collective et un partage des responsabilités entre les pays d'origine, de transit et de destination. Nous avons également besoin de la collaboration des organisations internationales pour nous attaquer à la racine du problème.
et non pas seulement aux conséquences. Par ailleurs, nous avons besoin de solutions globales. Nous devons nous attaquer aux vulnérabilités, à savoir le manque de développement, le problème de l'illettrisme dans les pays d'origine, notamment en Afrique. Les populations dans ces pays doivent pouvoir vivre dignement, avoir accès à des débouchés professionnels pour préserver leur droit à la vie et au développement et les protéger face aux dangers d'un périple qui est entrepris dans la Méditerranée pour aspirer à une vie, pour parvenir à une vie meilleure. Cela nous permettra de les protéger face aux réseaux de passeurs, des réseaux criminels. Notre approche vis-à-vis de la migration est claire. Cette approche repose sur le respect des droits humains. Nous rejetons toute forme de discrimination raciale, tout discours de haine. Dans le même temps, nous respectons nos engagements internationaux et la législation nationale. Nous ne ménageons aucun effort pour sauver des vies et pour prendre en charge ceux qui sont dans le besoin, tout en préservant la dignité de ces populations. Néanmoins, nous rejetons tout projet d'établissement pour les migrants clandestins. Nous rejetons toutes les initiatives de la part des hommes ou femmes politiques et des organes de presse qui souhaitent exploiter la situation des migrants à des fins politiques et pour atteindre leurs objectifs. Monsieur le Président, en Tunisie, nous sommes au fait des défis qui sont les nôtres et nous sommes prêts à réformer et à promouvoir la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Nous luttons contre la corruption, nous concrétisons les aspirations de notre peuple à plus de bien-être, plus de prospérité. Nous sommes attachés aux piliers de notre politique étrangère et à nos engagements internationaux. Nous utilisons notre capital humain, notre coopération constructive et nos partenariats avec nos amis, et ce, sur la base d'avantages mutuels. Nos jeunes sont une source d'inspiration face à l'avenir. Nous veillons donc à ce que les jeunes puissent jouer un rôle de premier plan pour transformer les choses et prendre des décisions. Nous continuons de promouvoir notre cadre juridique et nos plans stratégiques afin de veiller à inclure et à autonomiser économiquement les femmes et afin de promouvoir leur participation à la vie publique et ce à tous les niveaux, y compris dans le domaine du maintien de la paix. La Tunisie joue un rôle actif dans les efforts internationaux et de l'ONU pour promouvoir la paix et la sécurité régionale et internationale, garantir le respect du droit international et du droit international humanitaire, mettre un terme à toutes les injustices, à l'occupation, aux violations des droits humains, promouvoir le développement pour tous. Nous soutenons les efforts de nos frères et sœurs en Libye qui souhaitent résorber leurs différences et parvenir à un accord politique grâce à un dialogue constructif avec l'aide de l'ONU pour maintenir la sécurité et la stabilité de la Libye et renforcer son unité. Nous rejetons toutes les formes d'intervention étrangère dans les affaires internes de la Libye. Par ailleurs, nous devons conjuguer nos efforts à tous les niveaux pour trouver une solution politique en Syrie et au Yémen, pour mettre un terme à la souffrance de ces deux peuples frères et pour restaurer la paix et la sécurité en préservant leur souveraineté, indépendance et intégrité territoriale. Pour ce qui est des parties au conflit au Soudan, il faut mettre un terme au conflit, il faut favoriser la paix pour surmonter la crise actuelle et restaurer la stabilité au Soudan pour mettre un terme au fléau de la guerre et aux déplacements qui causent la souffrance pour la population. En ce qui concerne le continent africain, continent le plus touché par le changement climatique, par les crises, le terrorisme et l'instabilité, nous avons besoin de plus d'efforts internationaux de la part de l'ONU pour aider le continent, pour que
l'Afrique surmonte ses défis et résolve ses crises, et pour avancer sur la voie de la stabilité, de la paix, de la sécurité et du développement durable. Nous avons besoin de solutions africaines pour les problèmes africains. Cela devrait être notre stratégie pour faire taire les armes à l'horizon 2030. Une fois encore, nous exhortons les Nations Unies à fournir un soutien financier et logistique pour les missions d'appui à la paix menées à bien par l'Afrique. Nous avons besoin de coopération et de coordination entre les membres de l'ONU, les organes régionaux, pour concrétiser la vision de l'Afrique à laquelle nous aspirons. Monsieur le Président, nous sommes dans une nouvelle phase de transformation numérique. L'utilisation des technologies modernes sont en pleine recrudescence dans tous les domaines. Nous soulignons l'importance du pacte numérique mondial. Dans le même temps, il faut renforcer la coopération, les transferts de technologies pour résorber la fracture numérique entre le Sud et le Nord, afin que personne ne soit laissé de côté. Dans le même esprit, nous devons combattre le chaos numérique et la désinformation. Il faut également lutter contre l'utilisation illégale et criminelle des technologies numériques pour répandre le chaos et déstabiliser les communautés. Monsieur le Président, pour ce qui est de la prochaine étape, elle est très complexe, car nous faisons face à des défis pour les générations présentes et futures et pour l'avenir de notre planète. Nous ne pouvons pas utiliser les mêmes outils, les mêmes méthodes pour résoudre le problème. Nous ne pouvons pas répéter les erreurs d'hier. La seule façon d'aller de l'avant, c'est la solidarité, la coopération, et nous devons prendre en main notre destin commun. Notre politique étrangère et notre diplomatie ont toujours reposé sur l'optimisme et le pragmatisme. En dépit de tous les chocs, en dépit de tous les défis auxquels le monde fait face, nous pensons que l'ONU est notre seul espoir, puisque l'ONU représente, ou plutôt puisque l'ONU a une légitimité internationale, et l'ONU porte l'espoir et les aspirations de nos peuples, à l'heure où nous allons bientôt célébrer le 80e anniversaire de l'ONU l'année prochaine. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères, des Migrations et des Tunisiens à l'étranger de la Tunisie. I now give the floor